Ces gens-là ne sont pas candidats, c'est pas parmi les volontaires qu'on tire. Si vous tirez au sort parmi des volontaires, vous retournez. Vous voyez toujours, que vous voyez dans les débats, à la télévision, dans la presse, partout, les professionnels. Donc il faut solliciter des gens qui n'auraient jamais imaginé qu'ils auraient un rôle à jouer dans la société. Et s'ils refusent, eh ben on en prend d'autres. Mais on finit par en trouver qui sont d'accord. Alors, ils sont bénévoles. Pourquoi ils sont bénévoles? Parce que ça ne peut pas être un métier d'être citoyen. Quand vous allez voter, vous n'êtes pas payé. Là, c'est un peu pareil. Alors, ils sont indemnisés parce que, vous allez voir après, ça leur prend 3 week-ends de leur vie quand même. C'est long. Plus des soirées à lire des livres, à regarder des vidéos. Donc, ils sont indemnisés, mais ils ne sont pas payés. Alors, on vérifie, avant de les prendre, on vérifie qu'ils n'ont pas d'intérêt particulier à défendre. Par exemple, si on a tiré au sort pour un débat sur le nucléaire, on a tiré au sort une dame dont le mari est ingénieur au CEA, on ne la prendra pas, parce que ça contamine un peu, et il vaut mieux prendre quelqu'un qui n'a pas de lien particulier. De même, on prendra quelqu'un qui n'a pas d'opinion sur le sujet. C'est-à-dire qu'on va rechercher des profanes, qui ne sont pas des imbéciles, mais qui sont des gens qui n'ont pas encore d'opinion. Pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est pour éviter d'avoir des gens qui aient déjà été un peu préformatés par une opinion qui n'est pas forcément celle qu'ils auraient s'ils avaient connu d'autres opinions. Donc, on prétend qu'on peut arriver à les amener à réfléchir en leur apportant de la diversité d'opinions. Et donc, tout ça, c'est pour avoir l'indépendance de ces jurés. Alors, cette diversité maximale, donc, on peut l'obtenir avec un petit groupe de 15 personnes, il n'y a pas de problème. Ce qui est compliqué, c'est la formation. Comment on va pouvoir donner une formation objective à ces gens-là? En général, c'est là que dans les jurys citoyens, ça pêche, et on leur donne une formation qui est toujours un peu orientée, et on les amène à la décision que les organisateurs auraient souhaité. Alors nous, on a imaginé un truc assez formel, où le comité d'organisation, donc ceux qui organisent la convention de citoyens, crée un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, il a une seule fonction, c'est de construire le programme de formation des citoyens. Et on construit ce comité de pilotage avec une dizaine de personnes, en mettant dans ce comité de pilotage des gens qui sont informés, qu'on pourrait appeler des experts, mais qui sont divergents, qui ont des opinions différentes. On les met dans le même comité et on leur dit débrouillez-vous pour vous mettre d'accord sur la formation qu'on va donner aux citoyens. Donc ils verront jamais les citoyens. Leur boulot, c'est de faire le programme. Et on pense que si des gens pas d'accord entre eux se mettent d'accord sur un programme, c'est la façon la plus objective de travailler. Se mettre d'accord entre eux, ça veut dire qu'ils vont décider des thèmes qu'on va aborder avec les citoyens, du temps qu'on va accorder à chaque thème. Ils vont identifier des formateurs qui sont des experts, bien sûr, mais qui ne sont pas eux. Vous voyez, c'est une façon d'essayer d'arriver à la plus d'objectivité possible. Donc, il y a 2 week-ends de formation dans notre proposition. Et puis, le 3e week-end, c'est les citoyens eux-mêmes qui l'organisent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont assez bien informés, à partir de ces 2 week-ends, et à partir aussi des cahiers d'acteurs qu'on leur a donnés. Les cahiers d'acteurs, c'est que le comité d'organisation fait appel à la population, aux porteurs d'intérêt, ça peut être un industriel, une association, n'importe qui, un particulier, pour apporter, pour contribuer à ce débat en apportant des propositions. Évidemment, il y a énormément de documents, et c'est encore une fois le même comité de pilotage pluriel et contradictoire qui va sélectionner les documents pour qu'il y ait un peu toutes les idées, mais sans donner tous les documents parce que ça ferait beaucoup trop. Donc vous voyez que les citoyens, ils vont avoir du boulot. Ils vont avoir ces 2 week-ends espacés pour pouvoir réfléchir, où ils vont donc pouvoir discuter avec les formateurs, et puis discuter entre eux, puisque c'est des week-ends, donc ils passent des nuits ensemble. Et le 3e week-end, c'est eux qui décident d'experts, de formateurs, qu'on ne leur avait pas proposé, on n'y avait pas pensé, mais qui leur paraissent nécessaires pour compléter leur formation. Donc ils demandent à faire comparaître des gens qui viennent assez volontairement. Et puis ensuite, les citoyens se retirent pour rédiger leur avis en discutant. Alors, je n'ai pas dit, mais il y a un animateur autour de tout ça, parce que les gens sont abrités de toutes les pressions des lobbies pendant la formation. De façon, par exemple, s'il y a un formateur qui veut manger avec eux, c'est interdit.
étant donné qu'on lui a donné par exemple 1h30 pour discuter avec les citoyens sur un sujet. 1h30, c'est pas 2 heures. Donc tout est filmé en vidéo pour être contrôlé après. Et le psychosociologue qui est formateur règle les conflits qui peuvent apparaître et sert de communication avec le comité d'organisation à l'extérieur. Donc il y a une protection contre l'action des lobbies, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des jurys citoyens, où les intervenants peuvent en rajouter, et quelqu'un qui est un bon communicant peut très bien faire passer une idée parce qu'il aura pris un avantage. Donc vous voyez que là-dedans, il y a une autonomie du panel, puisque on lui donne même le choix d'avoir des experts pour le 3e week-end. C'est lui qui va rédiger son avis, tout seul. C'est le panel, c'est les citoyens qui rédigent leur avis, c'est pas quelqu'un qui le rédige pour eux, comme ça arrive trop souvent. Et puis il y a un comité d'évaluation, en général composé d'universitaires, des sociologues qui travaillent sur le sujet, qui va, à partir des films, des vidéos, à partir de l'entretien avec les citoyens, qui va évaluer la qualité de la procédure, à la fois pour corriger dans le temps éventuellement des défauts qui auraient pu apparaître, et aussi pour permettre un suivi de cette procédure. Donc c'est une expérience de convivialité entre les citoyens, convivialité laborieuse parce qu'ils travaillent beaucoup. Alors dans ce système, ces conventions de citoyens vraiment aussi rigides que nous les proposons n'ont pas vraiment encore existé. Mais il y a les conférences de citoyens qui sont quand même à peu près la même chose, mais en moins ordonnées. Elles ont montré, je vous ai dit, dans des centaines de cas dans le monde, et il y a beaucoup de sociologues qui ont travaillé là-dessus, tous ces sociologues ont été étonnés par la capacité des gens ordinaires, puisque tirés au sort, pour se saisir d'un sujet, pour comprendre, pour discuter, et finalement pour formuler un avis. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc ils ont vérifié une intelligence collective qui apparaît. Et une autre qualité, c'est l'empathie qui se développe. C'est-à-dire que les citoyens, dans ce milieu-là, ne vont pas avoir comme attitude de rechercher une solution conforme à leur propre bien-être, par exemple, ou même à celui de leur famille ou de leurs proches, mais ils vont penser au tiers-monde, ils vont penser aux générations futures. C'est un truc qui se fait quasiment spontanément. Ils se prennent au sérieux, ils pensent qu'ils ont un rôle à jouer pour l'humanité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ce mélange d'intelligence collective et d'empathie qui caractérise ces jurys citoyens, c'est ce que j'ai appelé l'humanitude. C'est une qualité humaine qui existe apparemment chez tout le monde, puisque au moins chez les volontaires, elle se manifeste pourvu qu'ils soient mis en groupe dans des conditions où ils vont avoir ce rôle à jouer. Et elle est évidemment très précieuse parce que cette humanitude, dont intelligence plus empathie, c'est la meilleure façon de parvenir à définir le bien commun, sans défendre des intérêts particuliers. Donc c'est une approche privilégiée du bien commun. Je dois dire en plus que ça a une fonction pédagogique, parce qu'on dira, mais là, il y a 15 personnes, mais le reste de la population, ben, le reste de la population, il devrait prendre au sérieux l'avis qui résulte de ces conventions de citoyens, beaucoup plus que n'importe quel discours politique, n'importe quel document, parce que ces citoyens, ils sont comme eux, ils sont comme tout le monde, on les a tirés au sort. Donc, normalement, on peut penser que l'avis de ce comité, de ce petit groupe de citoyens, ça correspond à l'avis qu'aurait eu la population si elle avait pu bénéficier des mêmes conditions, ce qui est impossible, évidemment. Donc c'est un rôle pédagogique parce que la société peut s'emparer de l'avis des citoyens en disant bah, je n'ai pas le temps de m'emmerder à lire tous les documents, mais d'autres l'ont fait. Et si vraiment c'est bien contrôlé, je pense que mon avis doit être conforme à celui-là. Alors, ce recours à des groupes, à des jurys citoyens en général, et à des conventions de citoyens en particulier, certains nous disent que c'est une négation de la société civile. On va discuter après, mais je sais qu'un des reproches qui est fait le plus souvent, mais alors quel rôle joue la société civile là-dedans? Bon, d'abord, je dirais que parmi les experts qui sont convoqués, soit au comité de pilotage, soit pour former les citoyens, il peut y avoir des représentants de la société civile qui ont acquis des compétences. Vous savez qu'aujourd'hui, dans des associations comme le CRIGEN, le CRIRAD, il y en a d'autres, il y a des gens qui sont des experts qui valent absolument les universitaires.
Donc on peut très bien les retrouver là-dedans. Mais de toute façon, la Convention de citoyens n'est pas coupée de la société. Elle a même besoin pour vivre et pour faire du bon travail qu'existe une société civile forte, c'est-à-dire des associations, des syndicats, des partis politiques, lesquels ont une activité quotidienne. C'est très différent du jury citoyen qui, lui, va être ponctuel. Et cette activité quotidienne, elle est vers tout le monde, envers tout le monde, alors que le jury citoyen va préparer un avis pour le proposer aux politiques. Là, on arrive à un point délicat, c'est proposer un avis aux politiques. Tout à l'heure, je parlais de leurre démocratique. Vous pouvez me dire, mais pourquoi vos conventions de citoyens, ce ne serait pas un leurre? Qu'est-ce qui oblige les politiques à suivre l'avis des citoyens? Ben, effectivement, rien. Sauf si ça devait entrer dans la loi. Pour nous, la priorité, c'est que cette procédure rentre dans la loi, soit définie, et qu'il soit dit aussi dans la loi que chaque fois que le Parlement, par exemple, organise une convention de citoyens, il est tenu de tenir compte de l'avis des citoyens dans ses décisions politiques. Il est tenu, ça veut dire que tous les parlementaires qui ne seraient pas d'accord avec l'avis des citoyens devraient l'exprimer publiquement, et c'est-à-dire prendre leurs responsabilités devant l'avenir, alors qu'actuellement, ils peuvent très bien faire le mort. Donc ce serait quand même assez différent. On reproche aussi qu'il y a un effectif trop faible, 15 à 20 personnes, c'est pas grand-chose pour un pays qui a plus de 60 millions d'habitants. Mais la qualité politique et la diversité est beaucoup. La diversité, par exemple, dans une convention de citoyens, est beaucoup plus grande qu'au Parlement. Au Parlement, il y a combien d'employés? Il n'y en a pas. Là-dedans, il y en aura forcément en proportion de ce qu'il y a dans la population. Donc la diversité, c'est un point important. Mais quand je parle de la qualité politique, je reviens encore avec cette idée d'humanitude, c'est-à-dire des gens qui vont travailler d'arrache-pied pour produire un avis en y mettant leurs convictions, toute leur intelligence et l'empathie qui est indispensable pour produire du bien commun. Donc cette critique du faible effectif ne paraît pas très bonne. En plus, je dirais qu'il y a quelque chose qui permet de donner beaucoup plus de valeur à la vie des citoyens. C'est de multiplier les conventions de citoyens. Par exemple, on peut en organiser 3 qui soient complètement indépendantes. C'est-à-dire avec un comité de pilotage indépendant, des experts indépendants, des citoyens tirés au sort différents, le faire simultanément pour que chacune n'influence pas l'autre, qui compte si l'avis des citoyens est vraiment différent. Et si, comme je le pense, il serait à peu près le même dans tous les cas, alors à ce moment-là, ça prend une allure quasiment scientifique. C'est comme une expérience sur Pictorlo de souris qui aurait le même résultat. Je parle là en tant que biologiste. Donc, cette idée de faire plusieurs conventions de citoyens, c'est quelque chose qui donnerait beaucoup de garanties à la population et aux élus d'ailleurs pour tenir compte de l'avis des citoyens. Donc nous, à Sciences Citoyennes, on a travaillé ce thème des conventions de citoyens, surtout pour ce qui nous concerne, puisqu'on travaille autour de la science et de la technoscience, donc les problèmes d'innovation. Et on a même été jusqu'à écrire qu'on pourrait utiliser ces conventions de citoyens pour établir les budgets de recherche. Vous savez qu'actuellement, les budgets de recherche, ils sont établis de façon un peu mystérieuse. Il y a des priorités qui sont décidées quelque part. Et on va donner beaucoup d'argent pour des recherches technologiques que les gens n'ont pas forcément désirées, qui ne sont même pas au courant. On pourrait très bien faire une convention de citoyens qui déciderait des priorités. Par exemple, est-ce que vous voulez donner beaucoup d'argent pour la recherche sur les OGM ou beaucoup d'argent pour l'agriculture écologique? Les gens pourraient très bien décider là-dessus. Je pense que le résultat ne correspondrait pas du tout à ce qui se passe actuellement. Donc, et ça nous permettrait, c'est un truc, ça qui... Les chercheurs sont très mal à l'aise actuellement, parce que finalement, ils se rendent bien compte qu'ils travaillent pour des intérêts particuliers, des intérêts industriels, et souvent, quand ils lèvent le nez de la paillasse, ils se sentent un peu culpabilisés. Donc si vraiment il y avait eu un avis citoyen pour décider des grandes orientations de recherche, je pense que les chercheurs seraient déculpabilisés et qu'on pourrait réenchanter la recherche.
Bien. Alors, là, je parle plus au nom de Sciences Citoyennes, mais un peu personnellement. Moi, j'ai pensé que ces conventions de citoyens, qui sont un modèle extraordinaire de démocratie, pourquoi est-ce qu'on les limiterait aux problèmes de technologie, de technosciences, d'innovation, comme ça a été le cas jusque-là un peu dans le monde entier? Donc on pourrait très bien élargir leur application à des controverses de société, à des controverses politiques, et leur donner un rôle donc beaucoup plus important au-delà des problèmes de technosciences. C'est ce que j'ai exprimé dans mon bouquin L'humanitude au pouvoir. De même, pourquoi est-ce qu'on restreint ça au niveau national? Puisque pour le moment, les grands thèmes, par exemple si on fait une conférence de citoyens, une convention de citoyens sur les OGM ou sur l'industrie nucléaire, en fait il faudrait la faire au niveau international. Parce que ce sont des technologies qui concernent toute l'humanité. Ça concerne Homo sapiens et pas seulement des gens dans un pays avec ses frontières. Donc on pourrait imaginer finalement qu'il y ait des conventions de citoyens mondiales. Alors, ça pourrait être géré par une ONU rénovée, mais l'ONU pourrait très bien prendre en compte ce type de choses, en organiser dans plusieurs pays simultanément sur le même thème, pour voir si les avis convergent ou pas. Et ça pourrait donc être une façon de créer une démocratie mondiale. Enfin, pour finir, avant qu'on puisse discuter, partout il y a une résistance au pouvoir actuellement. Pas seulement en France et pas seulement en place de la République. Donc il y a cette résistance au pouvoir, c'est pour essayer d'établir une démocratie véritable. L'indignation est en train de se changer en révolte. Si la pression populaire gagne, il y a quand même un risque. C'est qu'on renouvelle le même système avec des têtes différentes. Moi, c'est ce que je crains le plus et c'est un peu la leçon de l'histoire. Qu'on renouvelle la même chose. Autrement dit, si on veut vraiment progresser, si on veut vraiment avoir des chances de changer le système, il faut qu'on ait des propositions complètement différentes de gestion de la société. Et les conventions de citoyens, par exemple, représentent un outil qui rentrerait dans la boîte à outils démocratique qui est en train de s'élaborer un peu partout. Je dirais juste un autre exemple d'outils qu'on a évoqué tout à l'heure dans des petites discussions, c'est le tirage au sort en général. Vous voyez qu'il est présent dans ces conventions de citoyens, mais ce tirage au sort, il pourrait intervenir dans d'autres choses. Par exemple, moi, je suis partisan d'un Sénat tiré au sort. On a des députés qui sont élus, parce que c'est vrai que les gens ont besoin d'avoir mis un bulletin dans l'urne et d'avoir une représentation. Bon, pour le moment, c'est comme ça. Mais pourquoi en avoir deux? D'autant plus que le Sénat est élu de façon un peu alambiquée, pas directement par les citoyens. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des citoyens tirés au sort qui viendraient remplacer les sénateurs et dont la fonction essentielle serait celle primitive du Sénat, qui est de contrôler les députés. Donc qui contrôlerait que les députés exercent bien le mandat pour lequel on les a élus, et qui pourrait, à l'occasion de divergences, faire appel à des conventions de citoyens pour savoir ce que pense la population de telle ou telle situation. Et s'il y avait vraiment des grandes divergences entre le Sénat et les députés, on pourrait imaginer des référendums pour décider de qui a raison. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, maintenant on va pouvoir discuter. Je signale que nous avons un document, là, la Convention de citoyens, et que le camarade, là, qui n'a pas beaucoup de cheveux, il en a un stock. Donc vous pourrez lui demander. C'est un rapport au non-sociologie. Et ça permet de pouvoir se soutenir suite au rôle des aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu les conseillers de M. Brossard et de Mme Bersini. Et ainsi, cette personne-là, sur une des deux, nous prend pour des cons. Alors maintenant, on réagit par faire une action
mercredi 8 à 13h, au départ à partir de 13h sur République. Venez nombreux. Bon, en même temps, par rapport à l'Euro 2008 ou 2016, moi j'ai une très bonne idée et très simple. C'est un rassemblement avec des pancartes discrètes qu'on peut ranger dans les sacs et tout simplement y aller en petit comité, genre une dizaine par dizaine par dizaine par dizaine. Et à la fin du compte, s'asseoir avec les pancartes, parce que je vais vous dire qu'il y aura toutes les télés du monde qui sera là. Ça ne fera pas peur aux supporters, au contraire, parce que je pense que dans certains pays, la Ligue 2 existe. Et surtout en Espagne, c'est très très dur, parce que c'est les individus qui contrôlent maintenant. Et à ce temps-ci, si c'est nous qui arrivons à contrôler suite à l'Euro 2016, bah, faut y aller. Parce que les pancartes peuvent servir. Les pancartes en carton ou n'importe quoi, pas de trucs dangereux. Juste des pancartes en carton, des draps, et hop, on arrive. Parce que moi ce matin, j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait à l'hôtel de ville. Et franchement, il y a très moyen de pouvoir installer des pancartes dessus. Alors en fait, pour ce matin, en fait, on a fait un service entre guillemets rassemblement total avec petit déj solidaire qu'on a eu à 10h pour tout simplement suite à se faire entendre par rapport aux adjoints au maire ainsi que Madame Hidalgo. Alors tout simplement on était à peu près environ entre 50 et 70 personnes mélangées, salariés, étudiants, n'importe qui. On était tous mélangés, même il y avait pas mal de SDF, ça m'a fait très plaisir suite aux actions qu'on avait fait avant. On peut appeler quand même ça une action de blocage suite à un rendez-vous. Parce qu'on n'est quand même pas parti immédiat. On a quand même fait un compte rendu aux copains. On a quand même un petit peu chanté, un petit peu tout ça. C'était magnifique, c'était bon enfant. Bon, après, on a remballé quand même parce que bon, on avait, du moins la délégation devait se rassembler au DAL pour une discussion très importante suite à ce qui a été dit dans les bureaux. Parce que dans les bureaux, en fait, le 11 mai, on avait fait un blocage total dans la mairie du 3e, où ce blocage a été fait par rapport à tout simplement avoir un rendez-vous pour avec les adjoints de la mairie de Paris au niveau de l'action sociale. Et on avait fait une liste de 7 personnes, et aujourd'hui on a eu le compte rendu de Madame Versini, qui est adjoint au maire des hébergements de l'action sociale. Et malheureusement, bon, moi je suis heureux pour eux, il y avait 2 familles et 5 personnes isolées, on était 7 au total à être sur la liste. Au jour d'aujourd'hui, Madame Versini a décidé de mettre en place un hébergement en hôtel pour les familles avec les enfants, parce qu'il y a des enfants en bas âge. Mais ils ont oublié de travailler sur la personne qui est isolée, qui est dans la rue et isolée. On est des milliers à être isolés, on est des milliers de familles, oui certes, mais c'est tous ensemble qu'on est. Et pour ça, c'est très important. Parce que, vous voyez, nous on se rassemble tous ensemble, ça arrive qu'il y a des gens qui viennent pas, il y en a qui viennent. Et les gens qui viennent pas, moi je les invite à venir. Parce que vous allez voir, on travaille avec le DAL, vous connaissez le DAL je pense. Ça s'appelle le droit au logement. On travaille avec eux, et je vais vous dire, il n'y a aucune violence. Ça se passe très bien durant les rassemblements, les manifs, parce que j'ai fait quelques manifs avec eux. Je vais faire aussi la manif de ce week-end aussi avec eux, parce que c'est très important. Et moi je vais dire maintenant, j'appelle plus le SDF, j'ai 2 noms à donner, soit l'indigné, soit le sans-logis. Ces 2 mots-là, c'est le plus important dans ma tête. Parce que les indignés, c'est les personnes qui sont oubliées, comme les sans-logis. On est oubliés par la société. Et si on est oublié par la société, ben pourquoi on ne se relève pas tous ensemble? On peut faire des choses ensemble. On peut ouvrir des choses ensemble. On peut demander à des gens de pouvoir faire des choses pour nous aider. Et c'est tout. Maintenant, moi je vous dis, venez nous rejoindre mercredi. Et ne vous inquiétez pas. Soyez avec nous surtout. C'est le plus important. Merci. Alors il y a une chaîne qui existe qui s'appelle sur YouTube Stream Debout. Ça enregistre les péris qu'on peut regarder après sur YouTube. Donc il y a une des propositions, c'est de participer à la manifestation du DAL. Ah, c'est la marche,
Ok, donc c'est la marche organisée le 4 et le 5 ce week-end. Donc il nous reste 10 minutes avant de voter sur les actions déjà proposées. Il nous reste 10 minutes pour proposer des actions ou faire des retours sur des actions déjà menées aujourd'hui ou des points d'info sur la grève. Voilà, en sachant que lorsque vous proposez une action, c'est bien de rester pour ensuite, disons, prendre contact avec les personnes intéressées et l'organiser. Là, oui. Si vous voulez vous asseoir, il pleut pas tout à fait encore. Voilà. Ta voix surtout. Ouais, j'en ai entendu parler aussi. N'hésitez pas à vous asseoir pour que tout le monde nous voit et nous entende. Si vous voulez prendre la parole, toujours sur ce point. Tu viens souvent? Là, ça fait un petit moment que je suis pas venu, mais là, j'étais là-bas. Donc du coup, puisque personne ne veut prendre la parole, il n'y a plus d'autres propositions et tout ça, on va passer au vote des actions déjà proposées. Donc, généralement, on a fonctionné la semaine dernière un peu en bloc. Voilà. Donc je vais les énumérer. On va les voter tout en même temps. Si quelqu'un n'est pas d'accord, voilà, il faudra faire une opposition radicale et dire sur quelle action vous n'êtes pas d'accord, voilà. Donc, je vais toutes les énumérer. On va voter. Si elles sont toutes votées, elles seront dans l'appel. Et je vous invite ensuite à rester pour se mettre en contact sur les actions pour lesquelles vous êtes intéressés pour ensuite les organiser. Donc aujourd'hui, les propositions d'action. Il a été parlé d'organiser un concours de foot sur les différentes nuits debout en France où le lot du gagnant serait un voyage à Paris à Nuit debout République. Une autre action à propos de l'Euro 2016, demander à l'équipe de France de football de nous soutenir, sinon on fout le bordel. Mais vu qu'ils vont pas nous soutenir... il a été proposé également de mettre en place un référendum, puisque les politiques ne le font pas, de créer un référendum sur la loi travail. Il y a eu des propositions qui émanent déjà de la semaine dernière d'organiser les manifestations du jeudi 9, du vendredi 10 et du mardi 14 juin. Il a été proposé de créer un hashtag « Je supporte pas les bleus » en lien avec les violences policières. Il a été proposé de faire la grève de la consommation, sans plus de précision. Il a été proposé de faire le 100 mars, donc ce mercredi, une marche funèbre intitulée « Ils ont tué la démocratie ». Il a été proposé également d'appeler l'intersyndicale pour qu'elle nous suive pour la journée de mobilisation du 9 juin. Voilà, il a été proposé également de faire des tracts destinés au métro, aux usagers, pour expliquer Nuit debout et les inviter à nous rejoindre. Il a été proposé d'utiliser les médias debout. Il a été proposé de faire la grève du zèle au taf. Il y a également une assemblée d'action qui se tient, une assemblée d'action sur le thème des sans-logis qui se tient mercredi à 13h. Et une manifestation visible avec des pancartes. C'est à propos de...
Ça c'était à propos de l'hôtel de ville. Voilà. Si vous avez entendu voilà, toutes ces actions proposées ce soir. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une opposition radicale sur une des actions proposées ce soir? J'ai mis une opposition radicale sur le hashtag contre les... Pardon, je ne porte pas les bleus. C'est la première fois que je viens ici, j'ai jamais fait de manifestation spécialement, en tout cas pas cette année. Pour moi, la police, les policiers ont des ordres déjà en désordre. D'un autre côté, ils ont aussi un boulot qu'ils veulent garder. Pour l'instant, on est tous dans le même cas. Juste, voilà, je sais que certains de vos amis, moi je suis pas de Paris, certains de vos amis se sont fait maltraiter par la police, etc. Il y a eu des violences policières, il y en a, c'est indéniable. Le footballeur, il gagne 800 000 € par an. Je parle pas des bleus, je parle pas des footballeurs, je parle du hashtag on est contre les bleus. Je supporte pas les bleus pour militer contre les violences policières. Pour moi, il faut qu'on essaye d'élever le débat au-dessus de ça. On vaut mieux que ça, entre guillemets. La police fait son boulot. Elle le fait à certains avec plus de zèle que d'autres. Certes, maintenant, je pense pas que ce soit le rôle de Nuit debout entre guillemets, de faire un clivage entre le peuple et la police. Le but, ce serait que la police soit avec nous, que l'armée soit avec nous, qu'on soit tous ensemble. Et être contre les bleus, c'est-à-dire être contre toute la police, pour moi, c'est pas bon. On est contre ceux qui font mal leur boulot, on est d'accord, comme on est contre... Voilà, c'est mon avis de personne extérieure qui débarque, entre guillemets, mais pour moi, je pense que c'est contre-productif de... je suis contre la proposition de ce hashtag, voilà, qui je pense va être mal compris. Il y a déjà assez, personnellement je vois ça d'une manière très extérieure parce que les débats actuels sur Facebook depuis les 2 dernières semaines, c'est entre qui est légitime, entre les casseurs qui cassent et les keufs et les flics qui démontent les casseurs. Voilà, je pense que le débat doit être élevé, c'est le débat qui est posé par les médias principaux actuellement. On parle plus spécialement de la loi travail, on parle surtout des violences et des violences de la police. Donc je sais qu'elle est réelle, mais je pense qu'il faut qu'on soit au-dessus de ça. Non, parce que le Stade de France, il avait failli être éliminé par des tueurs. Le Stade de France... Moi je crois que le camarade qui vient de prendre la parole, il rêve un petit peu parce que l'armée soit avec nous et la police. Alors si on regarde les résultats de vote dans les urnes, dans les bureaux de vote, juste à côté des casernes, bizarrement c'est les résultats où le Front National est le plus élevé dans toute la France. Donc non, des gens qui votent Front National ne seront pas forcément d'accord avec toi, ils n'ont pas la même opinion sur la matière, pas la même vision de la France. Donc forcément déjà leur vision de la sécurité c'est pas la même. Ensuite, je ne supporte pas les bleus, on peut renverser la manière de le proposer, c'est les bleus, les hématomes que l'on reçoit sur le corps. Voilà, donc ça c'est parce que tu dis les casseurs qui cassent, non mais ils tapent tout le monde, tout le temps. Le mec qui a pris une grenade dans la tête, qui est encore dans le coma aujourd'hui, c'est un journaliste qui a rien fait, il se passait rien à ce moment-là, sur toutes les images il n'y a aucune casse à ce moment-là. Donc non, je ne supporte pas les bleus. Si on explique bien que c'est les hématomes que l'on reçoit de la police, je pense que c'est assez clair, et imaginez une seule seconde que l'armée va nous rejoindre, c'est rêver un petit peu, c'est être un peu idéaliste. Voilà, c'est tout. Oui, une autre opposition radicale. Du coup, on n'est pas obligé de voter pour forcément un hashtag directement, mais on peut réfléchir, voilà, dans un groupe de travail à propos d'un hashtag sur comment mettre en avant la violence policière, voilà, qui va être cachée par toute la médiatisation de l'euro. On peut mettre ça en lien. Donc je m'étais noté, du coup, par exemple, je sais pas, on pourra parler de ça en groupe plus restreint, mais par exemple, hashtag le bleu marine ne tape pas que dans le ballon, ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, faut être créatif. D'accord, Mathieu. J'ai juste un souci sur la façon de voter toutes les propositions qui ont été faites. J'ai juste un souci par rapport
à la procédure de vote pour toutes les propositions qui ont été faites. Je comprends pas trop qu'on les vote toutes en même temps d'un seul coup. Je trouve que ça facilite pas le débat et que ce serait peut-être mieux. Enfin, moi, la proposition que je ferais, c'est tout simplement qu'on les vote les unes après les autres. Ça paraîtrait plus clair pour tout le monde, pour qu'on puisse procéder à un vote qui paraît plus clair. Donc du coup, je pense qu'on va devoir passer par un vote de processus de vote. En sachant qu'on a fait ça la semaine dernière parce que chaque action, voilà, tout le monde était pour que les actions se tiennent. Donc on s'est dit à partir d'un moment, allons-y, on vote pour tout le package. Et dans ces cas-là, si quelqu'un n'est pas d'accord avec une action, voilà, exprime son désaccord. Mais on va voter du coup les processus de vote. Rico. Eh bien, bonsoir à tous. Donc moi je passe, on va dire, pour justement au niveau action, pour dire que, en même temps pour ceux qui sont pas au courant, que le 14, faut pas oublier la date du 14. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas oublié, la date du 14 là, qui va rassembler énormément de personnes dans toute la France, qui vont monter sur Paris. Et en même temps, j'invite aussi des gens qui vont monter sur Paris, et ça on n'a pas assez parlé de ça, même les gens qui vont monter, s'il y a des gens qui peuvent héberger certaines personnes qui vont monter, de toutes les grandes villes de France, ça serait un grand élan de solidarité en tous ensemble. Nuit debout, c'est ça à la base. Il ne faut pas oublier que dans toute la France, il y a Nuit debout aussi. Donc dans toutes les grandes villes de France, il y a Nuit debout. S'ils viennent sur Paris, c'est pas pour rien. Et surtout pour le 14, pour défendre toutes les valeurs qu'on défend là aujourd'hui. Et voilà, c'était une parenthèse que je voulais faire par rapport au 14, que personne n'oublie ça. Donc, et il va y avoir aussi d'autres manifestations. Donc voilà, le DAL, on était là ce matin. Donc, je rappelle un petit peu les actions qui sont passées dans la journée. Le DAL, on va dire, on s'est fait spolier comme des merdes. Enfin, ils se sont fait spolier, les personnes qui sont allées en délégation à la mairie de Paris, qui ont été reçues par Brossard. Et ils se sont fait à moitié chier dans la gueule. Et je pèse mes mots. Donc on est reparti de l'hôtel de ville largement déçu de leurs propos. Et il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure, Seb, qui a parlé, et que je pense qu'il va peut-être reprendre encore la parole ce soir, s'il y a encore du monde qui arrive, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment dénoncer. Ils ne respectent pas cette loi, et cette loi, on a envie qu'elle soit respectée, bordel de merde. Ensuite, on est parti à la manifestation. On est parti à la manifestation qui avait à 14h à Montparnasse, au niveau des cheminots. Les cheminots, c'est pareil, se sont fait barrer la route. Ils n'ont pas pu aller là où ils voulaient aller. On s'est retrouvés après à se retrouver porte de Versailles, tout simplement pour aller voir M. Hollande, avec son super congrès à la con de maire de France, hein, qui nous a bien un petit peu fait rire. Et on s'est fait accueillir par qui? Bien évidemment, parce qu'ils nous entourent, par au moins je sais pas combien de CRS, et qui n'ont même pas pris la peine de balancer de la lacrymo, parce qu'ils savent très bien qu'on est habitués maintenant, ils avaient carrément les tonfas à la main. Voilà. Et juste après, l'action qui s'est passée, c'est d'aller attendre M. Macron, d'où je reviens, et d'où on revient, parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés là, et on revient justement de l'accueillir au niveau du train, qui a été faire un petit meeting au niveau de Lyon, hein. Donc c'est quand même assez pas mal avec monsieur le maire de Lyon, monsieur Collomb, tout simplement. Donc c'est encore plus marrant d'entendre des conneries pareilles. Donc voilà, aujourd'hui Debout est debout, on reste debout, et les actions, il faut qu'elles soient de plus en plus directes, il faut que les actions continuent, et on n'en bouge pas, et on continue à fond. Et en même temps, j'ai envie de dire que tout le monde soit le plus nombreux possible, que les messages fusent sur Internet, que les messages fusent par rapport au portable, que envoyez-vous des SMS, à partir du moment où Nuit Debout, Nuit Debout défend chaque action, on ne défend pas sa propre action soi-même. Les Nuit Debout, c'est là pour défendre tout le monde. Donc toutes les actions qui sont faites, tous ceux qui peuvent venir faire les actions, on est là, au Nuit Debout, et là, on était là encore aujourd'hui, on le sera là demain, on sera là après-demain, et on sera encore là. On sera là pour les emmerder jusqu'au bout, ces enfoirés. Donc c'est tout. Et moi je les appelle des enfoirés, parce qu'ils ont été des enfoirés depuis ce matin,
jusqu'à cet après-midi et jusqu'à ce soir. Merci. Alors, pour ceux qui ont... Oui, excusez-moi. Là, c'est la dernière intervention. Durant cette certaine intervention, je propose qu'on prenne les derniers inscrits. Donc, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Ensuite, on passera au vote. Bon, alors, pour ceux qui ont Internet à la maison, je vais vous donner tout simplement, vous regardez sur Internet le code de l'action sociale, article L345-2-2, qui a été mis en place exactement le 24 mars 2014. C'est le code de l'action sociale, ça a été mis par la loi, les lois qui créent. C'est-à-dire que ce code-là veut tout dire. Et en même temps, je souhaiterais aussi, parce que je sais qu'on va passer par rapport au vote, demander qui est d'accord d'enfermer des réfugiés dans un camp. Merci. Ouais, j'avoue, le nettoyage, on voit plus rien. Et il faut savoir qu'ils sont en train de le construire dans le nord de Paris, ce fameux camp. Ils ont envie de faire comme ça. Le constat de base qui, moi personnellement, en tant que syndicaliste et en tant que militant de Nuit debout, c'est de constater qu'aujourd'hui, pour coordonner les luttes, il y a deux assemblées générales qui se tiennent côte à côte et que je trouve ça regrettable. En même temps que je le trouve regrettable, je trouve que, à la force du travail, en même temps que je le trouve regrettable, je pense que il faut aussi savoir que de Nuit debout, la commission de grève générale qui a tous les contacts avec les travailleurs, elle co-organise la coordination à la Bourse du Travail. Donc, en fait, Nuit debout est vraiment présent dans les deux, ici à son titre propre et là-bas en tant qu'aidante d'une manif plus à tonalité syndicale parce qu'il y a les secteurs en grève, les cheminots, etc. Bon, donc en gros, la question c'est comment on arrive à faire la jonction, à mon avis, entre ces deux modalités. Et alors, une proposition de jonction, une proposition de jonction qu'on fait déjà, c'est, j'ai vu Faïma, Eric, la commission quartier populaire, la manif qu'on fait samedi dimanche, c'est celle de Nuit debout, et elle incarne complètement cette jonction en partant de République, en passant par contre la répression policière dans le 20e, en passant par une grève, en allant faire des AG dans les quartiers populaires. Donc la jonction entre lieu de travail, lieu de vie. Hein, c'est un peu ça qu'on essaie de mettre en place. Après, il y a une autre jonction qui a été proposée, mais qui n'existe pas encore tout à fait, c'est quand il y a des gens qui parlent de la grève de la consommation ou des alternatives concrètes. Ça, c'est aussi un truc qu'on peut porter dans Nuit debout, qui n'est pas présent dans le monde syndical, mais qui est difficile de faire exister avec des cortèges. Voilà, donc de fait, on est en train de, avec l'initiative de ce week-end, de proposer au monde syndical et des travailleurs de, avec nous, faire cette jonction. Mais je pense que jeudi prochain, c'est une nouvelle manif davantage syndicale parce que gréviste. Et que celle-ci, j'aurais beaucoup aimé qu'on la fasse ensemble cette fois et que l'assemblée qui soit à la fin, elle soit commune. Voilà. Sachant que ce qui est à nouveau proposé là-bas, c'est de se réunir jeudi prochain à nouveau à la Bourse du Travail. Alors, sachant que si Nuit debout dit non, nous on est sur la place, la Bourse du Travail, il n'y a pas moyen. Et si les autres disent non, on est à la Bourse du Travail et la place, il n'y a pas moyen, on est dans la merde. Donc, moi j'avais une idée de base, c'était essayer de faire deux cortèges. Un cortège plus syndical travailleur et un autre cortège plus Nuit debout. Et que ces deux cortèges partent de deux endroits différents, se rallient au même endroit pour s'assembler ensemble. Maintenant, je me demande si on a assez de force pour ça ou pas. Donc en tout cas, je pense vraiment qu'il faudrait qu'une fois que tout ce qui a été proposé ici, qui me semble super, soit synthétisé, voté, et qu'on envoie des représentants de cet AG aller porter cette parole là-bas pour leur dire vous existez, nous aussi, on peut bosser ensemble. Voilà. Et que si ça pouvait se matérialiser pour l'assemblée de lutte de jeudi prochain, qu'elle ne soit pas simultanément dans les deux. Voilà. Bon, donc du coup, je pense que ça... Alors, il y a un appel qui est en cours de rédaction. Ce qui serait peut-être bien, c'est qu'il y ait deux personnes mandatées pour aller à la Bourse du Travail. Donc toi, c'est ça? Tu te proposes, c'est ça?
donc avec Franck, pour aller à la Bourse du Travail, le lire et puis voir un petit peu s'il y a des réactions, s'ils veulent signer. Voilà. Alors est-ce qu'il y a une personne qui serait d'accord pour aller avec nous? Je pense que ça change rien, de toute façon le fond ne change pas. On est mandataire. Ouais, je pense que ce choix est imposé beaucoup trop tôt et qu'il faudrait faire quelque chose là-dessus. Cette imposition est assez spécifique du système français. On va passer par le premier vote. Et il n'est pas présent dans notre système. Et c'est ça l'avantage. Encore une fois. Moi personnellement, je serais dans les cours, c'est des cours qu'on sélectionne pour encore une fois tout voter, et s'il y a des actions qui ne font pas avant le bac, et bien dans ces cas-là, même s'il y a des désaccords souvent on peut c'est pour vrai que tu veux juste regarder les trains parce que là tu peux reparler carrément mon chouchou. Après si tu te balades dans la logistique, tu peux voir s'ils ont une longue corde noire pour qu'on fasse une séparation avec la radio. Après hein. T'embête pas? La télé debout. J'ai le droit de filmer? J'ai le droit de filmer, c'est libre. Parce que tout dépend, si vous avez un écrit au BFM TV, iTélé. Non. Mais apparemment, non, ça va. C'est pas inscrit. C'est pas pour Valeurs Actuelles, FN.fr ou un truc non, comme ça. c'est pour chaque être humain qui le désire. Magnifique. Attention, ils vont lancer le live. En fait, la logistique est de protéger un peu les banques, je crois. Je pense que pour revenir sur l'idée de la spécialisation qui est trop tôt en France, je pense que ce serait intéressant au lycée de faire plutôt une base en fait un socle commun de matières avec peut-être des matières plus optionnelles après, avec un socle commun et avec des Il a fait appel à des citoyens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus si vous connaissez cette expérience, parce qu'on en a finalement très peu parlé? Alors, je vous conseille aussi la lecture de mon livre, parce qu'à la fin, en annexe, j'ai analysé la quinzaine ou la douzaine de conférences de citoyens qu'on a eues en France, dont celle-là, depuis 1998, en montrant dans quel contexte et ce que ça a donné. Bon, pour moi, c'était la plus mauvaise, celle-là. Et je le regrette parce que j'ai rencontré M. Leonetti avant. Je lui ai expliqué notre projet de convention citoyen. Il m'a dit, c'est formidable. J'ai plus beaucoup de batterie, je vais bientôt m'arrêter. Donc il y a la commission jury citoyen conférence avec un débat. Là-bas, c'est l'Assemblée générale de Convergence. Ils ont été très très mauvais parce qu'ils ont pris comme experts des gens qui étaient, c'est plutôt une assemblée people, de gens célèbres, de gens. Par exemple, ils ont mis pas d'inter.
Je vais m'arrêter, j'ai plus de batterie. Merci à tous. Et avec la peine À de mort, bientôt. pas avec les mourants dans les hôpitaux, il ne connaît rien. Donc il était devenu expert de la chose. C'est complètement aberrant. Il n'y avait pas une seule infirmière en soins palliatifs, qui sont les gens les plus compétents pour parler de ça. Il n'y en avait pas, parce que c'est pas people, c'est pas porteur. Donc cette conférence a été complètement nulle, je le dis carrément, et je la critique fortement d'ailleurs dans le bouquin, parce que c'est dommage. C'est l'argent. Quand on voit vraiment le nombre des conférences de citoyens, n'importe quoi, c'est pour ça qu'on a changé. On appelle ça citoyen, et qu'on est très en colère. J'espère que c'est clair pour tout le monde, je vais répéter. Proposition 1, voter toutes les actions en même temps, sauf sur les actions qui ne font pas consensus. Proposition 2, les voter une par une. Proposition 3, ne pas voter. D'accord. Qui est pour la proposition 1? Essayez de voter tout en même temps, sauf